on va commencer peut-être juste en présentant les différentes personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Si on peut passer sur la slide suivante. Aujourd'hui, vous aurez 4 intervenants donc, sur ce webinaire. Ces 4 intervenants, donc moi-même, je vais me présenter en premier. Lucille Gras, je suis responsable marketing chez Progélis et je serai là pour animer ce webinaire, répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, on les traitera les unes après les autres et on va essayer de toutes les traiter. Et on va, je pense, réussir. Et seront à mes côtés 3 gentlemen. Donc premier, Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci Lucille. Je suis consultant avant-vente chez Progélis et j'aurai la haute responsabilité en participant au webinaire d'aujourd'hui de travailler avec vous sur les fonctionnalités les plus utiles en ces moments de télétravail dans Teams, celles qui vont être les plus critiques et celles sur lesquelles on va faire le levier pendant qu'on est à la maison. Ok, super, merci beaucoup. Deuxième gentleman avec moi aujourd'hui, Jean-Céric Augagneur. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis Jean-Céric Augagneur, donc je suis le team leader de la partie communication unifiée de Progélis Lyon. Et c'est moi qui répondra à toutes les questions un peu techniques qu'on pourra soulever et qui présenterai un peu la partie technique sur Teams et son implémentation. Tac. Et last but not least, mon ami Bernard Decker. Je te laisse te présenter. Donc Bernard Decker, moi je suis directeur commercial de Progélis pour la région Grand Sud, basé sur l'agence d'Aix-en-Provence. Alors là, je suis un commercial un peu sédentaire maintenant, donc je ne ferai pas partager mon expérience du télétravail avec mes collègues. Et puis aussi, je vous donnerai quelques éléments économiques par rapport à l'accès aux plateformes Office 365 et quelques retours terrain de nos clients qui sont en situation de télétravail depuis 15 jours maintenant. Voilà, c'est super. Donc du coup, on va commencer cette présentation. Alors je vois que j'ai un retour des écrans que vous devez avoir vous chez vous. On a un petit peu de retard, donc vous avez les personnes qui apparaissent les unes après les autres. Donc là, pendant que je vous parle, c'est Bernard qui doit s'afficher à l'écran, ce qui peut être un peu confusant, mais on va essayer de rester sur les slides pour que ce soit plus facile pour vous de nous suivre. Et on va passer à une question qui nous a été posée. Il y avait un petit questionnaire qui a été posé pour les personnes qui s'étaient inscrites sur ce webinaire. Et la première question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait dans cette période de télétravail pour concilier à la fois le rythme qu'on a en termes de travail, sa vie personnelle, et puis ne pas devenir complètement fou, hein, je pense que c'est une vraie question. Donc là, on vous a mis quelques petites pistes qui sont, ma foi, un peu galvaudés, si j'oserais dire, qui sont donc se donner des horaires et essayer de s'y tenir. Je crois d'ailleurs qu'on a ici des personnes qui n'y arrivent pas tout à fait parce qu'on reste des humains. S'accorder des pauses, ranger le travail à la fin de vos journées, essayer de s'aménager un endroit dédié, planifier ses tâches et s'habiller, se préparer le matin comme si on allait au travail. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a écrit, mais si on peut passer sur la suite suivante, on a fait une petite infographie que je vous laisserai regarder. Et en parallèle, je voudrais bien que les 3 personnes qui sont là avec nous aujourd'hui témoignent un petit peu de leurs astuces, leur façon de vivre le télétravail et comment est-ce qu'ils font pour... voilà, je ne sais pas si vous avez des secrets. Je sais pas. Nico, par exemple, qui est un gros expert du télétravail, si tu peux nous partager un petit peu ton behind the scenes de cette partie-là. Une journée de télétravail, ça reste une journée de travail. Donc faut qu'elle soit structurée. Sauf que quand elle va se répéter, comme dans les moments présents, ou comme moi j'ai pu le vivre, parce que j'ai eu un pépin qui m'avait cloué 3 mois en télétravail l'été dernier. C'est une bonne chance, j'enchaîne, j'étais un petit peu entraîné du coup. C'est qu'il va falloir aussi assouplir les horaires de travail et s'offrir potentiellement plus de pauses que d'habitude, puisque sinon vous avez un espèce de temps continu happé par le travail, 10 minutes pour manger, et à 19h30 vous levez la tête et effectivement là ça fait des journées qui vous allez pouvoir encaisser et que vous n'allez pas pouvoir enchaîner. Donc outre les grands conseils d'ergonomie d'un poste de travail, parce que même à la maison, il faut essayer de trouver un endroit entre les chats, les enfants et le déjeuner où vous serez le plus confortable possible. C'est vrai qu'on vous a posé sur cette diapo des éléments qui, comme le disait Lucille, sont assez classiques, assez portes ouvertes, mais il faut pas les oublier parce que là, comme on va enchaîner des journées de télétravail encore un petit peu de temps, il faut essayer de prendre des habitudes assez saines sur le sujet. Donc il faut un bon espace, il faut quelque chose de structuré, il faut faire des pauses. N'hésitez pas
à baisser les séances où vous travaillez super concentré. Si vous en faites d'habitude des séances d'une demi-heure ou d'une heure, baissez un petit peu le rythme, faites un petit peu plus de pause. Vous allez voir les devoirs de la petite, comme moi. Bon là, vous revenez effaré, donc vous vous reconcentrez dans le travail en vous disant que de toute façon, tout est perdu. Mais voilà, il faut rester dans des journées structurées avec des pauses et un espace privilégié. Mais ça, vous avez déjà pu le tester en fait. Ok, peut-être Bernard, un retour de ton côté qui serait différent ou similaire de celui de Nico? Il est forcément différent. Je pense qu'il n'y a personne déjà qui, de base, a les mêmes conditions pour télétravailler, que ça soit d'un point de vue matériel, que ça soit d'un point de vue entourage, que ça soit d'un point de vue obligation par rapport au confinement des enfants. Donc moi, je suis dans une situation assez privilégiée. C'est vrai que j'essaie de me tenir à des horaires qui restent des horaires de travail habituels, donc 9h, 12h30, 14h, 18h. Je dirais ce qui est important, moi, personnellement, c'est surtout de trouver l'équilibre avec les personnes qui sont autour de nous, puisque chacun se retrouve confiné. Et à la fois pour l'occupation de la bande passante quand on en a peu, et qu'on a des besoins de streaming, de jeux, de vidéos pour les élèves qui sont actuellement en enseignement à distance. Et puis moi, quand je suis sur ce type d'événement, voilà, tout le monde le sait. Donc, je crois qu'il faut beaucoup d'écoute entre nous et beaucoup de respect. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que je trouve important, c'est de ne pas se sentir seul par rapport à ses collaborateurs. Donc, nous, on a la chance d'être dans une structure d'à peu près 80 personnes. Et sur l'agence, on est une vingtaine. Et le fait d'avoir, par exemple, Teams permet quand même d'avoir un environnement très interactif, immersif, où finalement, on n'est jamais seul. Clairement, on n'est jamais seul dans notre situation de télétravail. Voilà pour ce que je pouvais, moi, apporter comme expérience. J'en sais peut-être de ton côté, si tu veux nous donner une dernière petite astuce, et puis on passera sur la suite. Oui, après, c'est vrai que, comme disait Bernard, l'expérience, elle est chacun à sa porte. Les gens comme les professions comme moi, où on a l'habitude de faire du télétravail ou du travail à distance avec nos clients, c'est vrai que nous, ça nous change pas trop, si ce n'est le fait de vivre avec des perturbations autour qu'on n'a pas en temps normal, parce que les enfants sont à l'école et tout ça. Donc c'est vrai que s'aménager, comme disait Bernard, s'aménager un petit coin pour pouvoir s'isoler, éviter les tentations et surtout se maintenir à une hygiène de vie professionnelle, c'est-à-dire se lever aux heures au bureau, continuer à travailler comme on travaillerait en temps normal, et puis s'habiller, se laver comme si j'allais au bureau. Ça permet quand même de conserver ce côté mode travail, avec malheureusement sur les fonctions techniques comme nous on peut avoir, je pense que tous les collègues de Progis pourront confirmer, c'est beaucoup plus dur pour nous de faire des pauses. On enchaîne plutôt les missions, on enchaîne plutôt les conférences, les calls et tout ça. Et c'est vrai que pour nous c'est toujours plus dur parce que dans les actions techniques, déjà en temps normal on a du mal à faire des pauses. Et là en mode téléconférence ou en mode distant, c'est encore pire. Donc on a plutôt tendance à faire des journées un peu plus soutenues. Mais voilà, mais il faut quand même s'astreindre à faire une petite pause. Alors moi je suis pas fumeur et j'aime pas le café, donc toujours plus dur, mais du coup je descends mon verre d'eau ou mon verre de coca, et puis faire un petit bisou aux enfants au passage avant de remonter parler avec mon client. Ok, super. Écoute, je vais compléter ce que tu disais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. De mon côté, il y a une petite astuce qui a changé ma vie entre semaine 1 et semaine 2 de confinement, c'est de ranger mon PC dans un sac à dos le soir à la fin de ma journée, parce que je travaille dans mon salon et du coup, et en fait, le travail restait avec moi toute la soirée et toute la matinée, alors que là, maintenant, je range et je ressors. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je range pas souvent, donc c'est un peu exceptionnel, mais là, du coup, un peu à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Dans l'entreprise, on parle du coup de concilier la vie personnelle et le télétravail, mais pour les personnes qui font du management, pour les personnes qui sont avec des équipes, peut-être on peut passer sur la slide suivante, parce qu'il y a un gros point qui est revenu souvent dans vos demandes, c'est comment est-ce que je vais faire moi pour créer et garder du lien à distance avec mes équipes, avec mes collègues. On n'a pas forcément envie d'être seul jusqu'à la fin des temps, ça c'est sûr, mais peut-être Nico pour commenter ces quelques astuces qu'on a positionnées sur la slide. Effectivement, si c'était pas déjà le cas dans le fonctionnement des équipes, quand vous étiez plus ou moins sur vos sites respectifs professionnels, il y a des choses qui sont des grands basiques du bon fonctionnement des organisations humaines au boulot. C'est que là, on a encore plus besoin de communiquer.
on y viendra après, hein. Aujourd'hui, effectivement, on est dans Teams Live Events. Nous, on se sert de Teams tous les jours et on forme en ce moment au pas de charge beaucoup de clients à l'adoption pardon, de la solution. Donc, comme vecteur de communication, qu'elle soit écrite ou orale, Teams c'est super important pour nous parce que moi, je pense que je me suis servi de mon smartphone professionnel une fois dans les 15 derniers jours, par exemple. C'est-à-dire qu'il sonne pas, je suis pas sollicité et de toute façon, je préfère pas l'utiliser. Je suis plus confort avec la qualité de Teams et un casque. Donc, on utilise beaucoup de communication écrite, beaucoup de chats. On a créé, on en parlera après, évidemment une équipe sur le Covid pour la gestion de crise dans l'entreprise, mais dedans, il y a un canal détente. Et il y a des pervers chez nous comme Jérôme Dubois qui est ici dans la On présentation. n'est pas là pour donner Voilà. des noms Pour et pour dénoncer, blâmer les uns les autres. il habille La les délation jeux. n'a pas sa place dans cette présentation, si on peut. Je pense Voilà. que compte tenu de la difficulté de l'exercice de mathématiques qu'il nous a donné, peut-être qu'il pourra le communiquer à toute l'assistance si les gens veulent jouer avec leurs enfants Oui, et je entre pense que si adultes. quelqu'un Jérôme nous fait faire de la logique et des maths sous Teams. Donc on communique régulièrement, que ce soit formel dans la gestion d'un dossier, parce que le business est toujours là à servir, il a besoin d'être servi, mais on communique aussi en off beaucoup entre nous avec des conversations croisées ou des conversations à plusieurs, comme on peut les utiliser dans cette solution. Et c'est vraiment un élément important. C'est pareil, on a maintenu nos points hebdomadaires réguliers qui ont lieu, nous, soit le lundi, soit le vendredi, selon les types de structures. Et on a maintenu les points business et managériaux, sauf qu'ils sont un petit peu plus souples. Le ton est celui de notre culture d'entreprise, donc il est détendu. Et puis on fait faire des pauses ensemble. Là, je sais pas. Bah, peut-être que du coup, je peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Jean-Cédric, toi qui as une équipe et qui la manage, cette logique de faire des pauses ensemble, est-ce qu'elle te rappelle quelque chose? Elle t'inspire? Alors, c'est ce que je disais, nous, nos techniques, faire les pauses ensemble, c'est toujours compliqué, parce que de toute façon, on en Parce que vous faites principe, pas on de est chez pause, nos en fait. clients, on fait pas de pause. Par contre, ce que j'ai instauré depuis la semaine 2 de confinement, c'est, alors du coup, aujourd'hui, il n'a pas lieu, mais c'est tous les jeudis à 14h, on se fait une réunion avec toute l'équipe en vidéo, on se fait en vidéo, pour justement échanger et pas parler un peu de business forcément, parce qu'il y a quand même à suivre faire ça, mais surtout savoir comment ils vont, échanger sur la vie de tous les jours, justement les petites astuces qu'on peut avoir pour nous continuer à garder le moral, à garder la vie comme il faut. Enfin voilà, donc en ce moment, je sais je vois alors les messages passer, ils sont en train de le faire de leur côté en même temps qu'ils suivent le webinaire. Ah, ils font le point sans toi. Tu le prends Mais comment, le du point coup? sans moi, Tu le vis bien ou pas, que ton je équipe vis bien. n'écoute pas ce webinaire et en plus prenne le temps de faire le point sans toi? Alors, je pense qu'ils font les deux en même temps, comme moi je fais, puisque je vois les questions qui passent, enfin, les chats qu'ils font à côté. Ils se sont peut-être mis aussi en conférence pour discuter, mais l'avantage c'est ça, c'est que ils parlent entre eux. Le but c'est de garder une cohésion d'équipe quand même, malgré le fait qu'on soit éloigné. D'autant plus qu'on a un de nos collaborateurs qui est revenu malgré ses péripéties pour pouvoir partir au Canada. Il est revenu dans nos équipes depuis hier. Et du coup, je pense qu'ils ont pas mal de choses à se dire, même si on a WhatsApp, des choses comme ça, où on échangeait déjà régulièrement. Je pense qu'ils ont pas mal de choses à se dire sur le retour de notre ami Jérémy dans la team. Ok. Et du coup, Bernard, j'attire l'attention sur toi parce que c'est toi qui l'as rajouté dans la slide, ça te semblait important. C'était d'avoir une plateforme qui recrée les communautés et qui permet du coup de créer ce lien et de le garder. Je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir un outil. Oui, alors ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que dans l'entreprise aujourd'hui, on est amené à collaborer avec beaucoup de personnes dans différents services, différents métiers. Et l'avantage d'une plateforme comme Teams, c'est de pouvoir disposer d'équipes qui recréent notre environnement de collaboration et de production quelque part, et aussi de pouvoir créer des discussions instantanées sur des sujets qui viendraient à se présenter à nous. Typiquement, on a un client qui nous a sollicité ce matin, il fallait en discuter à 4 avec d'autres collaborateurs. On a rapidement créé une discussion à 4 sans forcément créer une équipe pour ça. Et de suite, on avait une réactivité, une capacité à répondre aux clients qui était démultipliée. Donc pour moi, en dehors de ce qu'on est capable de faire comme type d'événement, de communication à travers de la plateforme, c'est vraiment la plateforme qui crée aussi la valeur, puisque sans ce type de plateforme, on aurait vraiment beaucoup de mal
à créer cette interactivité. Après, moi, j'ai un autre élément important. Je trouve que de mettre la vidéo en période de confinement, alors pas toujours parce qu'on est conscient qu'il faut aussi partager la bande passante sur Internet pour l'ensemble des entreprises et des collaborateurs, mais c'est bien aussi à un moment donné d'avoir un contact visuel avec les personnes, de voir si les gens vont bien, de prendre soin d'eux, et avoir un peu de bienveillance par rapport à ça. Voilà, je pense que si on était tout le temps en mode téléphonique, Bah, c'est ça vrai manquerait qu'il nous manque quelque part dans le fait. une vision de voir d'autres personnes qui sortent de ce confinement et qui égayent un petit peu les journées. C'est vrai qu'on est enfermé avec un certain nombre de personnes, ça peut être pas mal d'en voir à minima, même si c'est pas pour de vrai, d'autres. Je pense C'est que sympa c'est pour Gabi, important. ça. C'est bien. Oui, mais je l'apprécie énormément. On partage ce confinement à 2, mais j'aime bien aussi vous voir tous les jours sur mon écran, ça change. Voilà, du coup, pour enchaîner sur la slide suivante, c'est vrai qu'on en parle depuis un petit peu le début de cette présentation. La présentation, elle est sur un logiciel qui s'appelle Teams Live Event, qui est donc un dérivé de Teams. Nous, aujourd'hui, c'est notre outil pour permettre le télétravail, mais on le recommande aussi à nos clients, et pour de bonnes raisons, je pense. Nico, peut-être sur ce point? Bah oui, si on peut enchaîner directement sur celle qui est après pour structurer un petit peu le discours. Dans l'offre Office 365 de Microsoft, quel que soit son niveau de licensing, on va retrouver des produits de communication, et ici on a inscrit Teams à côté d'autres produits de communication qui peuvent être très utiles aussi en ce moment, hein. C'est pas parce qu'on fait du Teams en live event qu'on peut pas aussi partager de l'expertise, poser des questions et gérer une crise dans une communauté Yammer, hein. Ça pourrait être aussi assez adapté et passer de l'information plus formelle à ses salariés par email. Mais en ce moment, Teams s'impose, et moi, effectivement, comme beaucoup de mes collègues sur ma machine en ce moment, c'est surtout du Teams. Les documents sortant vers les clients sont beaucoup de partage SharePoint ou de partage OneDrive, et effectivement, on utilise de façon très intense la messagerie instantanée à plusieurs, comme le disait Bernard, et de façon très spontanée, puisqu'on monte tout de suite des discussions sur ce sujet plutôt que de s'échanger des emails par aller-retour qui sont pour nous pas le meilleur outil pour construire ou faire mûrir un sujet, pour prendre des décisions. Le mail et son approche un peu asynchrone est pas super pertinent en ce moment, donc on va faire le levier aujourd'hui sur Teams, parce que c'est dans un seul outil, non seulement un hub sur les fonctionnalités d'Office 365 par la personnalisation des équipes et l'ajout de fonctionnels sur mesure, et puis en ce moment on va intensément utiliser Teams pour son aspect communication, que ce soit du chat, de la réunion comme aujourd'hui avec partage d'écran, puisque c'est quand même assez induit dans l'exercice de la réunion, et on aurait imaginé que si Jean-Cyril avait été un cascadeur, il aurait pu faire tout ça depuis son smartphone, mais il n'est pas assez cascadeur. Non, mais si, de manière générale, c'est un malade, ça, il faut le Mais savoir après. il nous est arrivé plusieurs fois avec Bernard, en étant en déplacement, d'assister à des points internes ou d'avoir des confs clients en voiture avec Teams pendant qu'il y en a un qui conduit et l'autre arrive à assister à une conférence, et ça reste utilisable. Donc Oui, alors même en on environnement maintient quand même que celui automobile. qui conduit, c'est celui C'est qui pas n'utilise l'inverse. pas Oui, Teams c'est au pour ça que j'ai volant, hein. précisé. Ouais, oui. C'est important pour Que des raisons de sécurité. évident. Ne le faites pas chez vous, hein. Pour des raisons évidentes de sécurité, et Teams c'est vraiment un outil extrêmement intéressant pour communiquer, qui est un digne héritier de Skype, et qui s'est enrichi d'une vision nouvelle de Microsoft sur le sujet, et les fonctionnalités de communication, qu'elles soient le chat direct, la réunion planifiée, la réunion à la volée, ou la version évoluée de la réunion qui est le live event, qui supporte jusqu'à 10 000 utilisateurs en simultané. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le système va pas craquer, même si on vous remercie d'être aussi nombreux et on est touchés. Mais On est actuellement la limite, 43 la personnes limite, à la suivre limite, cette c'est 10, conférence, ce qui est 10 000. intéressant. La limite d'une réunion normale, c'est 250 de mémoire. Donc, voilà, on n'a pas non plus là touché les limites techniques de la solution. Mais effectivement, ça fonctionne très bien. Évidemment, Teams, c'est aussi un outil de collaboration, parce que
si on est tous en contact autant entre professionnels, c'est parce que d'accord, on s'apprécie, mais accessoirement, on est là pour faire le métier. Donc c'est dans cet outil qu'on va se partager de l'information, la référencer, se servir des stockages de fichiers pour travailler de façon collaborative et en simultané en équipe sur des dossiers techniques. Donc on va faire beaucoup d'utilisation de Teams. Peut-être on peut passer à la diapo d'après et rentrer un petit peu plus dans le côté et le chat de Teams, ça sert à quoi et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier qu'il est persistant, le chat de Teams. Donc Teams, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous fermez la conversation, la fenêtre, vous faites autre chose et que vous revenez, non seulement vous avez été notifié dans le flux de discussion ou sur votre smartphone si vous avez du Teams à côté, mais vous allez pouvoir à tout moment réaccéder à n'importe quelle conversation, la rechercher dans le moteur de recherche, épingler une conversation en haut du flux parce que celle-ci est récurrente et importante pour vous. Vous pouvez renommer des conversations à plusieurs. Hein. Vous voyez dans cette capture d'écran, pardon, qu'il y a un petit stylo au bout. Une conversation au bout d'un moment à plusieurs personnes sur un sujet, vous avez possibilité de la renommer et qu'elle ressorte dans la liste des discussions de toute façon plus pertinente. Et puis un flux de discussion, c'est aussi un outil en direct de transfert d'informations. Hein. Quand vous faites un glisser-déplacer d'un document ou vous faites une pièce où vous joignez une pièce à une discussion, ça fait tout de suite un stockage dans l'onglet fichier à la volée qui est là en permanence pendant, après la discussion et sur lequel vous pouvez commencer à faire du travail collaboratif parce que le stockage derrière ce flux de discussion, c'est l'ami SharePoint avec sa coédition bienveillante et sa gestion de l'historique. Donc on peut très rapidement, de façon ad hoc, commencer quelque chose qui est un embryon de collaboration non structurée ici, et puis le structurer à terme, soit dans une équipe, soit dans une canne. Et du coup, pour compléter ce que tu dis avec sur Teams qui s'imbrique avec SharePoint, j'imagine qu'il y a aussi des intégrations avec d'autres outils d'application Office 365. Donc, je sais pas, C'est l'ADN de Teams, comme tu le dis très justement, Lucille, de venir agréger à l'intérieur d'une fenêtre Teams par des fonctionnalités Office 365. Très classiquement, on va ajouter des onglets soit à des discussions, soit à des équipes. Et vous allez voir sur la slide d'après que Lucille vient de demander habilement à Bernard d'afficher que on a ici par exemple un OneNote qui a été intégré dans une discussion, puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton plus à ces endroits-là et d'accéder à un catalogue d'applications Microsoft ou non Microsoft et référencé pour Teams pour soit publier directement un tableau de bord Excel, un bloc-notes de réunion ou de gestion de projet auquel vous pouvez accéder à travers votre discussion, votre équipe, ou récupérer dans vos clients OneNote locaux sur vos machines sous Mac ou PC. Donc c'est vraiment le règne de l'intégration des fenêtres Office 365 par rapport à un sujet. Si on a une équipe de marketing comme la tienne, Lucie, qui utilise des équipes Teams, il y a fort à parier que dans vos équipes Teams, soit sur des campagnes, soit sur des événements, vous ayez par ailleurs dans des onglets des listes d'inscriptions, quelque part en CRM, des cibles marketing que vous pilotez ensemble, et probablement que dans votre équipe, vous ne faites pas des clics dans 80 écrans d'applications différentes, vous pouvez refabriquer des environnements fonctionnels qui correspondent au sujet que vous traitez sur le moment. Ça, c'est une des vraies clés du côté couteau suisse de Teams, qui est vraiment souple pour ces sujets-là. Et du coup, sur ce hub qui est plutôt complet, je pense qu'on l'a compris, on y retrouve énormément de fonctionnalités. Désolée, pardon, je lis les questions en même temps. On a une question est-ce qu'il y a d'autres outils que Teams qui ont les mêmes usages? J'imagine qu'il y a d'autres outils qui ont les mêmes usages. Aujourd'hui, nous, on n'est pas forcément les mieux placés pour parler des autres outils parce qu'on est partenaire Microsoft et donc du coup, c'est cet outil-là qu'on va présenter et recommander. Après, voilà, on n'est pas là non plus pour être complètement vous retrouvez maniaque. Vous retrouvez d'autres plateformes, qu'elles soient étrangères, enfin internationales, comme du Slack,
pouvez commencer à faire des choses aussi avec du WhatsApp. Vous pouvez utiliser la plateforme de Google. Et Oui, ce puis qui vous avez fonctionne bien après, aussi, c'est vous Zoom. vous avez des produits français comme Jamspot. Vous avez des plateformes collaboratives comme Jalios. Il n'y a pas que les Américains qui savent faire ce genre de sujet. Nous, effectivement, de par notre métier, on a un partenaire très dédié à l'activité Microsoft. Donc, sur ce type de produit, l'offre Microsoft nous satisfait nos attentes pour nos clients, mais de façon bien sûr intellectuellement ouverte. Il y a pas mal d'autres plateformes en ce moment qui sont utilisées. Pour les réunions vidéo, vous avez beaucoup de Zoom en ce moment qui est utilisé, tout en étant très interrogatif, puisque Zoom a des notions de sécurité qui sont particulières et qu'en ce moment ils sont très challengés sur le côté manque de cryptage de bout en bout et l'utilisation des données personnelles. Donc là, nous au moins avec les technologies Microsoft, on est certain de ce qui sont faits des données personnelles, c'est-à-dire rien. Donc on est assez serein quand on utilise nous ce genre de système et qu'on les implémente chez nos clients et qu'on fait très rapidement à la hussarde des mises en œuvre dans les entreprises. En ce moment, on ne crée pas des trous de sécurité. Donc, Voilà, donc c'est vrai que pour répondre à cette question, Jean-Céric vous a mis en plus dans le chat quelques solutions d'exemple. Je suis désolée Nico, je te coupe un petit peu, mais c'est que je regarde le temps et en bon timekeeper, tu sais que je me dois parfois de vous arrêter et de parfois donner la parole à d'autres personnes. Donc on parlera essentiellement du coup de Teams aujourd'hui pour les personnes qui étaient dans l'attente d'avoir une comparaison de plusieurs solutions. Ce ne sera pas le cas dans cette présentation, mais pour celles qui voudraient aller un petit peu plus loin sur la partie Teams, Jean-Céric, je vais te donner la parole peut-être pour nous expliquer un petit peu du côté des DSI, du côté de la technique, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une solution ou la solution Microsoft Teams, quel est le degré de complexité, est-ce que tu peux nous présenter peut-être quelques scénarios là-dessus? Alors oui, donc on va pas rentrer dans les détails non plus de tout ce qu'il faut faire techniquement, puisque ça c'est quelque chose à prendre en compte en fonction de chaque environnement, mais en gros on a 3 cas possibles. Si on peut passer à la slide suivante, on a un premier scénario qui va être que je suis déjà aujourd'hui connecté à la plateforme Office 35 avec une synchronisation de mon Active Directory dans Azure AD qui va me permettre un déploiement assez rapide de Teams, que j'aurai simplement du licensing à activer et permettre à tous mes utilisateurs d'accéder à Teams. Le second scénario, c'est que j'ai aucun service cloud, mais je veux quand même permettre à une partie de ma population d'accéder à Teams sans forcément répliquer et utiliser l'interconnexion avec mon AD local. Dans ces cas-là, on va simplement créer un nouveau tenant, activer tout ce qu'il faut en haut en termes de licence et de ça, créer les utilisateurs à la mano et donner ces nouveaux logins, nouveaux mots de passe qui seront différents forcément des logins mots de passe de l'utilisateur classiquement pour qu'ils puissent se connecter à la plateforme. Et à partir de là, il y a certaines limites qui seront quand même en place, puisque toute la partie calendrier et tout ça ne sera pas forcément répliqué, mais ça, on peut rentrer dans le détail à chaque étude de cas. Et enfin, il y a un troisième scénario où là, j'ai aucun service cloud, quel qu'il soit, mais je veux, c'est la première pierre à l'édifice, je veux profiter de cette occasion pour y aller. Dans ce cas-là, on va mettre en place la partie de réplication avec Azure AD Connect pour pouvoir faire remonter mes utilisateurs dans Office 35 et ainsi pouvoir consommer Office 35 avec mes comptes locaux pour que l'utilisateur soit pas perdu et du SSO et tout ça. Donc, on vous a mis dans cette présentation les trois scénarios avec un peu plus de détails. Si vous passez au premier scénario, où vous verrez que à mettre en place côté IT, et voilà, on a une validation du périmètre, la validation des besoins et des contraintes, en rappelant que vu qu'on met en place du Teams, il y a une sorte de gouvernance à respecter, des premiers prérequis qui vont être plutôt techniques pour limiter peut-être les partages avec l'externe et tout ça en fonction des données sensibles que vous pouvez avoir. Et puis voilà, après on va dérouler le scénario et on pourra derrière intégrer nativement, si ça aura déjà été fait, la partie Teams, c'est simplement une acquisition de l'usage qui devra se faire, sachant que si les personnes passent de Skype à Teams, toute la partie chat et visioconférence et audio
c'est quelque chose qui viendra très très vite, puisque c'est vraiment le pendant de Skype dans une nouvelle interface avec un nouveau design. Donc là, du coup, si je te coupe juste un petit peu pour revenir sur ce premier scénario, ça c'est pour des clients qui auraient déjà un petit peu touché à Office 365, qui seraient déjà un petit peu dans l'environnement et ce serait le plus facile, quoi. Voilà. C'est les gens qui ont déjà fait l'hybridation avec Office 35 pour déplacer la messagerie ou simplement pour utiliser le SharePoint Online ou pour justement commencer à utiliser ces petites briques qui étaient en mode POC, entre guillemets, en train de poker la plateforme 35 pour tester Teams. Dans ces cas-là, on peut étendre le service à tout le monde, puisque déjà les relations entre le SI local et le SI cloud sont déjà mis en place, donc c'est qu'une question d'activation et d'accompagnement des utilisateurs. Alors que si on passe au scénario 2, par exemple, on va être là dans le cas d'une organisation qui a moins ou pas du tout de contact avec Office 365. Voilà, le scénario 2, c'est qu'il n'y a aucun contact avec Office 365 et on ne veut pas en créer plus que le besoin qu'on va avoir d'échange avec et d'utiliser Microsoft Teams pendant ce temps de confinement. Dans ces cas-là, on est capable de créer un contenant qui va être complètement décorrélé du SI classique, qui va nous permettre simplement de donner accès au service. Et après, le seul autre scénario qui est... Et donc juste souvent... le scénario 2, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment, j'ai envie d'y aller pendant la période de confinement parce que j'ai besoin justement d'aider mes collaborateurs à télétravailler, de leur donner accès à un outil qui tient la route pendant une période de temps définie, mais je ne suis pas sûre de vouloir le faire sur le long terme ou je ne suis pas sûre de vouloir vraiment aller dans la complexité de synchroniser mon AD. Donc, je fais ce scénario 2, c'est ça? C'est ça, c'est scénario 2. À savoir que même si je fais le scénario 2, dans un second temps, et si j'ai décidé de régulariser la chose en disant finalement le cloud, je veux y aller, mais là on était en mode urgence, il fallait donner l'accès au service, on l'a fait, on pourra faire une remédiation de la configuration et permettre une resynchronisation du SI local avec Office 365 sans perdre les données qui ont déjà été générées dans le tenant. Ça, faut pas le perdre de vue. Souvent, c'est ce qu'on me pose comme question, c'est oui, mais tout ce que j'ai déjà fait, tout ce qu'on a déjà fait, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, on se tord un peu plus l'esprit avec le SI, mais on est capable de récupérer ce qui a été fait et que l'utilisateur, quand il va se reconnecter avec son compte AD classique, il retrouvera tout ce qu'il avait fait avec le compte Azure AD qu'on lui avait fourni pendant la période de confinement, et il retrouvera tout ce qu'il avait fait. Et enfin, le troisième scénario, c'est j'ai décidé d'aller dans Office 35 de fait d'utilisation de Teams, mais je veux faire les choses tout de suite comme il faut, en mettant en place les bonnes pratiques, en synchronisant mon Active Directory, en mettant en place la relation, en hybridant mon service Exchange, en hybridant éventuellement ma plateforme Skype, pour que mes utilisateurs aient dès le début l'expérience optimum avec Office 35, avec le SSO, avec les réunions qui se créent automatiquement, qui s'invitent et tout ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le scénario qu'on met en place habituellement sur un peu plus de temps. Aujourd'hui, on est capable de mettre ça en place un peu plus rapidement en faisant, comme je le disais tout à l'heure, des journées un peu plus longues niveau technique. Mais aujourd'hui, on est dans un cadre où on va se permettre de vous dire non et on fera tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Ok, donc ça c'est pour la partie plutôt technique. Je ne sais pas si on va avoir peut-être des questions. N'hésitez pas à les poser. Je le rappelle, on est à la moitié à peu près de cette session et on a eu quelques petites questions techniques ou quelques petites questions sur les outils qui sont disponibles. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la partie technique, on peut les adresser maintenant ou si vous les posez dans les minutes qui viennent, je les adresserai bien entendu à Jean-Céric dès qu'elles tomberont. Et il s'y fera un plaisir de répondre. C'est ça qui est magnifique dans son webinaire, c'est que tout le monde est content de répondre. J'adore ça, moi. Du coup, ce qui est, pour continuer en attendant peut-être d'avoir quelques questions en parallèle, donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a une plateforme qui a un ensemble de fonctionnalités qui s'adaptent très bien et qui sont faites en fait pour le travail à distance, le travail en mobilité, pour le télétravail, et que donc du coup on a la possibilité de mettre en place avec plusieurs scénarios, plusieurs besoins techniques. La question qui va se poser, qui va, je pense, intéresser les personnes qui nous suivent, c'est quel niveau de licence je dois avoir pour pouvoir accéder à Microsoft Teams. Et là, du coup, c'est à toi, Bernard, que je vais donner la parole, puisque je pense que tu es le plus expert des trois, peut-être en compétition avec Nico, mais aujourd'hui, ce sera toi qui répondra sur les licences. C'est l'expert. C'est lui l'expert?
Monsieur Bon, du l'expert. coup, si c'est lui l'expert, on est obligé de lui donner la parole. Sauf s'il n'est plus là. Ah, S'il n'est plus là, vous aurez un Je second sais pas couteau. si j'ai cru qu'il avait mangé un petit goûter à un moment donné de cette Pareil, présentation. C'est pour vous je pense qu'il donner allait un petit peu ce qui se passe un petit quand vous les voyez pas, parce que je sais qu'il y a du décalage entre ce que vous voyez et ce qui se passe en réalité. Je crois qu'il y a un gourmand dans l'équipe. Je ne donnerai pas de nom encore une fois. Mais donc du coup, Bernard, sur cette partie licence, donc il y en a certaines, j'imagine, qui sont payantes, certaines qui sont gratuites. C'est un peu le flou pour les clients en ce moment. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus, s'il te plaît? Eh ben, écoute, on va essayer, Lucille. Donc, je vais prendre ma casquette de commercial, hein, puisque à un moment donné, quand la solution a été si bien vendue par l'équipe, il faut passer sur les aspects économiques. Là, ce qui est un petit peu exceptionnel dans la situation, c'est que comme beaucoup d'éditeurs, Microsoft a mis en place un programme de gratuité pour Teams pour 6 mois. Sachant que jusqu'à maintenant, le programme de gratuité était limité sur des quantités et sur une durée qui était de 1 mois. Donc là, jusqu'à 6 mois, on peut provisionner jusqu'à 1000 abonnements gratuitement de Teams, mais pas que de Teams, hein, puisque c'est Teams et son écosystème sur Office 365. Donc ça, c'est assez innovant, on va en reparler. Mais habituellement, quand on regarde un petit peu les packs, les plans, pour utiliser le terme précis qui sont proposés par Microsoft, il y a 2 gammes en fait de plans. Il y a une gamme qui est plutôt orientée grandes entreprises, donc au-dessus de 300 collaborateurs, et une gamme qu'on appelle business, qui elle se situe plutôt sur la PME, TPE, jusqu'à 300 collaborateurs. Donc on va retrouver Teams en fait dans l'ensemble de ces plans. Les seuls plans qui aujourd'hui n'intègrent pas Teams sont les plans qu'on appelle d'un côté Office 365 Pro Plus, où là finalement on va louer uniquement la suite Office et qu'on va utiliser, qu'on va installer localement sur ces périphériques. Donc c'est un plan qui finalement n'intègre pas de service en ligne, il intègre juste le client Office et on consomme un peu différemment que d'acheter une licence pleine. Donc dans les plans entreprises, on va retrouver Teams dans les E1, les E3 et les E5, et sur un usage qui est un usage pleinement fonctionnel. Il y a une petite particularité sur les plans F1, qui sont des plans toujours entreprises, donc illimités, mais pour lesquels qui sont plutôt destinés à des collaborateurs qui n'étaient pas forcément des consommateurs de l'informatique jusqu'à maintenant, et des gens à qui on donne une messagerie, une identité, et à qui on délivre du service. Et donc dans ces abonnements F1, qui sont aussi connus sous le terme de kiosque, Teams est présent, mais possède quelques limitations. La personne, par exemple, qui a ce type d'abonnement de licence ne pourra pas gérer des réunions ou même créer ses propres réunions. Donc, quand elle va être intégrée dans une réunion, elle ne pourra pas partager son écran, elle pourra vraiment juste y assister, mais sans plus. Et de la même façon, elle ne pourra pas être à l'initialisation de cette réunion. Donc, à prendre en compte quand vous réfléchirez demain à ce qu'on appelle les personas, donc les personnes qui vont être consommateurs de ces services, à bien faire attention à ce type de limitation. Il y a quelques autres limitations sur F1, comme les tailles de boîte aux lettres, comme le fait aussi de ne pas pouvoir connecter un client Outlook sur la messagerie. Voilà un petit peu les limites. Et sur la gamme business, de la même façon, on va retrouver la limitation sur Office 365 Business qui ne concerne que la suite Office, pas de service en ligne. Par contre, et donc, juste, désolé Bernard, je te coupe. Ouais. Ce que tu appelles la gamme business, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux entreprises jusqu'à 300. Jusqu'à 300 personnes ou 300 utilisateurs, en tout cas, ayant besoin d'une licence, on peut bénéficier de cette gamme business. Voilà, qui est quasiment aussi fonctionnelle que la gamme entreprise, mais qui économiquement parlant est vraiment bien mieux positionnée, on va dire. Si vous voyez un petit peu, par exemple, l'Office 365 Business Premium, qui est à 10,50 € est quasiment fonctionnement pareil que la suite Office 365 E3, qui elle est à 19,70 € en prix public. Donc, exactement, donc on a une question qui n'est pas vraiment une question, c'est sur l'Office 365 Business Essentials, donc le prix de départ, tu nous le confirmes, et comme affiché sur la slide, alors je sais qu'il y a un peu de décalage, mais j'espère que vous la voyez, c'est Office 365 Business Essentials à partir de 4,20 € par mois pour toutes les entreprises de moins de 300 personnes, ou en tout cas qui ont besoin de moins de 300 licences.
Oui, Donc ça, oui. c'est un prix qui est quand même assez attractif sur cette gamme petites entreprises ou moyennes entreprises, si on peut le catégoriser comme ça. Ça, ce sont les prix que vous avez en achetant directement, en renseignant votre carte bancaire sur Internet auprès de Microsoft, et c'est Microsoft qui va vous facturer directement. Après, nous, Progelis, en tant que partenaire Microsoft, on a des conditions particulières dont on vous fait bénéficier, qui permettent d'appliquer un certain niveau de remise sur ces prix et de gérer par nous-mêmes la facturation de vos abonnements. OK. Alors, on a une question qui est pas forcément sur la partie licence, mais je vais la poser quand même et je pense que c'est peut-être, Jean-Céric qui pourra nous répondre. Sur la partie, visio de Teams, combien de participants en visio maximum pour que cela soit correct? Donc, je pense que oui, tu as répondu, c'est les meetings, c'est Alors, 250 utilisateurs max et 1000 en mode live meeting, mais je pense que la question, ouais, elle est plutôt, bon, pour qu'on niveau ait une bande technique. passante, un truc Ouais. un peu acceptable. Alors, en fait, qu'on soit 4 ou 250 ou 10 000, ça changera rien puisque l'utilisateur consommera sa bande passante entre 100 PC et Office 35. Donc, en face, on est 2 vidéos ou 4 vidéos, il n'y a que là où ça va monter, parce qu'aujourd'hui, Teams n'est capable que d'afficher que 4 vignettes vidéo en simultané dans la réunion. Bientôt, ça augmentera, ça devait arriver fin Q1, mais avec tout ça, ça a été un peu reporté. On passera à 6. Mais aujourd'hui, la consommation de bande passante, du fait des codecs qui vont bientôt arriver aussi, est pas importante du moment où on est 4, du moment où on passe à 3, sachant qu'à 2, on est en mode poste à poste. Donc là, effectivement, on peut avoir une consommation un peu plus importante puisqu'on est en pair-to-pair. Mais du moment où on est en mode conférence, on va se connecter, chaque utilisateur se connecte au front-end de chez Microsoft et la bande passante est entre Microsoft et vous. Donc, en face, il y a 250 personnes, là, vous, en fait, ça change rien parce que votre bande passante est entre vous et Microsoft. Là, pour vous donner une idée, actuellement, là, le live meeting, dont je suis en train de parler, je dois consommer à peu près 1,3 mégabits en montée et à peu près 2 mégabits en descente avec les vidéos et la présentation. Et la présentation. Là, ça devient sérieux. Quand on est à citer le nombre de mégabits, ça rigole plus. Ça ne rigole plus. Donc, j'espère qu'on a répondu à la question de cette personne. Nicolas vous a également ajouté un petit lien vers les nouveautés qui sont attendues pour le 3e anniversaire de Teams, donc qui était attendu la semaine dernière, je crois. Tu lis Bernard, dans les URL comme dans le mar de café, c'est magnifique. tu as vu un petit peu, ouais, on m'appelle Madame Irma de l'URL. C'est impressionnant. Je suis là, ou alors tu la connais par cœur celle-là, mais là je connais toutes les URL de tous les tech community de Microsoft par cœur. Ça fait partie du job. À l'entretien, tu dois en citer 10 au hasard. Du coup, Bernard, je vais te redonner la parole sur la partie licensing. On va passer sur les licences qui sont gratuites du coup en ce moment, maintenant qu'on a compris les plans. Tout à fait. Donc, comme je l'ai précisé, Teams va être gratuit pendant 6 mois sur simple demande de votre part et c'est nous qui allons pouvoir provisionner ces abonnements sur votre environnement. Ce qu'on a fait là ce matin pour un client du côté de Perpignan notamment, par exemple. C'est le plan qui est provisionné, c'est un plan qui se rapproche d'un plan E1. C'est pas complètement un E1, mais on va dire que c'est quasiment fonctionnel. Donc, si vous regardez un petit peu l'effort financier que ça peut représenter sur 1000 abonnements, autour de 6,50 € par mois sur 6 mois, on est quand même pas loin de 40 000 €. Donc, c'est quand même assez, c'est plutôt assez appréciable conséquent comme économie. Oui, tout à fait. Donc, ça permet à certains établissements d'avancer, ou certains clients d'avancer leur projet de déploiement d'Office 365 plus rapidement, qui plus est avec la situation qu'on connaît actuellement. J'ai une question pour toi, Bernard. Est-ce qu'on peut utiliser des licences Office 365 Business pour une population ciblée, même si on dispose de plus de 300 collaborateurs ou si on est déjà client Office 365 ? Oui, complètement. Complètement. Donc, on peut cumuler de la licence business avec de la licence entreprise. Oui, alors il faut juste faire attention à un point. C'est que, il y a 2 sujets, mais le principal sujet, c'est la suite Office en fait. La suite Office est légèrement différente entre business et entreprise. Et si vous passez un utilisateur à qui vous aviez provisionné la suite Office sur son poste, si vous le passez d'un abonnement à un autre, il y aura à un moment donné un problème de licence. Il va devoir désinstaller et réinstaller
la bonne version de la suite Office qui correspond à son abonnement. D'accord, très bien, c'est clair. Voilà. Et il peut aussi y avoir des petits sujets sur la messagerie, par exemple. Un utilisateur qui serait avec une boîte de messagerie de type entreprise. Là, tu me dis si je me trompe, Jean-Céric, mais vu qu'il a des capacités notamment d'archives, voire de volumétrie en ligne qui sont supérieures à la gamme business, on ne doit pas pouvoir le repasser en business par la suite. C'est mort. Alors, ça va dépendre, en fait, si il était sur un plan E3 et qu'il était à 40 gigas de boîte aux et 50 gigas d'archives, effectivement, quand on va le repasser sur la business, il va y avoir des problèmes puisqu'on n'a pas ces capacités-là. Dans l'autre sens, par contre, on peut très bien commencer à démarrer avec un business et évoluer vers un plan E derrière. Dans le sens, donc, voilà. Ouais. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Il faut bien regarder et on peut vous accompagner pour ça, notamment Bernard ou Nicolas ou moi, sur les capacités de chaque plan, parce que souvent, on entend des communications de la part de nos amis de Microsoft qui disent on a monté les boîtes aux lettres à 100 gigas, oui, mais pour certains plans. Il y a d'autres plans qui n'ont pas bougé. Les F1, ils sont toujours à 2 gigas depuis l'origine, et ça n'a pas changé. Ça changera peut-être le jour où les boîtes aux lettres passeront à 1 Tera, peut-être qu'ils passeront à 20 gigas. Pour le moment, voilà. Donc c'est là où il faut faire le sizing, à savoir que vous pouvez aussi mixer les licences sur un utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de lui mettre une licence F1 plus une licence Microsoft Office 365 pour qu'il ait la suite Office, mais simplement les workloads attribués à la F1, c'est-à-dire 2 gigas de boîte aux lettres, des choses comme ça. Ok, merci beaucoup Jean-C Bernard pour cette réponse. Pour les personnes d'entre vous qui se demandent si on va envoyer le support par mail après la présentation, oui, je dis oui à cette question, nous allons envoyer le support et nous allons essayer d'accélérer un petit peu pour tenter de tenir le timing. Ça me semble complexe. Ce que je suggère, c'est est-ce que tu veux qu'on présente cette petite partie rapide sur M365 ? Allez, rapide. Donc, il existe des packages qui incluent non seulement Office 365, mais également les éléments de sécurisation de l'environnement cloud, donc la suite EMS, et les licences Windows 10 Pro ou Entreprise. Donc, c'est ce que vous allez trouver comme dénomination en Microsoft 365 et non pas en Office 365. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il change tout dès le 21 avril. Donc, on n'aura plus la dénomination Office 365 puisque ça crée trop de confusion, je pense, côté client avec la suite Office. Donc, en fait, on va passer sur la dénomination Microsoft 365 et globalement, il va y avoir une redéfinition, comme vous pouvez le voir dans le slide, de la dénomination de ces différents plans. Je ne vais pas rentrer en détail. Par contre, ça ne changera rien en termes de prix, ça ne changera rien en termes de contenu. Donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler du marketing. Oui, voilà. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de refonte marketing des noms dans le 35, donc il fallait bien que ça arrive. Voilà, sur ce commentaire piquant, je dirais, nous allons donc passer à la question qui nous intéresse tous, puisque ce webinaire s'appelle « Comment aider mes collaborateurs à télétravailler dans le confinement ?» Donc ces collaborateurs, évidemment, ce sont nos utilisateurs. Comment est-ce qu'on les aide si on a mis en place Teams, si on a acheté des licences, si on a synchronisé son AD, s'ils ont tous accès à la solution? Comment je fais, moi, petit utilisateur dans ma maison, avec ma connexion Internet et mon ordinateur, pour prendre en main ces outils? Nico, peut-être quelques inputs? Il y a 2 approches. Soit tu appelles Jean-Céric. Oui, dont j'ai le numéro de portable. Donc tu as le numéro de portable Vénard. Soit effectivement, on va vous mettre à disposition des éléments qui vont vous permettre de démarrer efficacement avec une appréhension tout de suite des bonnes pratiques pour pas se retrouver un peu noyé sous les fonctionnalités du logiciel, parce que sous un aspect assez simple et assez accessible en termes d'interface, Teams c'est quand même redoutable de petites finesses et de petites habitudes. J'ai en toute humilité je vous dis en toute transparence qu'on en apprend nous aussi tous les jours, mais vraiment tous les jours sur ces logiciels. Un, parce qu'ils sont profonds et riches, et deux, parce qu'ils changent
en permanence. Office 365, c'est une plateforme SaaS, donc Microsoft pousse ses mises à jour régulièrement. Donc, si vous faites pas par ailleurs de veille technologique et que le matin vous réouvrez votre Teams, parfois il y a des nouveaux boutons, des choses qui ont été renommées, des fonctionnements qui ont été optimisés. Donc, on va vous mettre dans le flux de discussion et dans différents. Je pense après vous aurez la présentation. Donc là, je vais en publier une. On va vous mettre un souhait. Un souhait, c'est une page web faite avec des composants Office 365. Un souhait, c'est un outil d'Office 365 pour faire de l'éditorial et de la publication. Donc là, on vous a J'ai posté les liens dans la conf. D'accord. Ok, quelle réactivité tu as. Oui. Donc dans ce souhait de Microsoft, vous retrouverez des vidéos, vous retrouverez des tutos et vous retrouverez des accès concentrés dans le souhait sur les parcours de learning de Microsoft. Microsoft met en ligne des grands outils pédagogiques dans plusieurs familles, un pour préparer les certifications et d'autres pour faire de l'apprentissage rapide de premier niveau sur les applications. Donc là, vous retrouverez pas mal de liens vers les apprentissages rapides de premier niveau et ça donne déjà des outils agréables à utiliser parce que c'est un mélange de vidéos et de QCM, donc c'est assez sympa à utiliser. Et pour ceux qui ont plus ou moins le temps d'investir dessus, je vous invite à regarder ça. Un autre lien qu'on vous a mis dans la même approche, mais là fait par un partenaire Mandarine, vous avez des jolies sessions de MOOC et de vidéos et de learning digital pour appréhender Teams côté utilisateur. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'idée après, c'est comme dans les projets classiques. Dans les projets classiques d'apprentissage ou de ces nouveaux outils ou de migration vers Office 365, on mène avec vous, les clients, des opérations d'accompagnement au changement structurées. Donc là, il faut juste se mettre dans le côté, je vais ne pouvoir le faire que à distance, donc je ferai pas de session plénière physique, je ferai pas de formation avec un formateur qui vient sur l'épaule se pencher sur la machine pour aider à découvrir les choses, mais il va falloir mettre en place des formations au pas de charge intra-entreprise par petits groupes d'ambassadeurs, par essaimage de la bonne parole et des bonnes pratiques. Et puis comme de toute façon, comme toutes les entreprises, on est tous obligés d'utiliser, si vous ne le faisiez pas déjà, Teams au pas de charge, vous allez avoir la joie d'avoir pas le choix d'utiliser des produits de collaboration, que ce soit celui-là ou d'autres. Donc vous allez aussi découvrir par la nécessité. Donc après, ce qui est intéressant, je trouve, Nico, tu parlais de la façon dont on traite les projets habituellement. C'est vrai qu'on a tendance à former un groupe d'ambassadeurs qui sont des référents et qui sont plutôt des volontaires et des gens qui ont, je sais pas, une force d'influence dans les équipes ou qui se démarquent et qui pourraient porter la bonne parole. Là, ce qui est intéressant avec le confinement, c'est qu'on va peut-être plus se tourner pour ces ambassadeurs par des personnes qui ont une position hiérarchique qui les oblige, entre guillemets, à avoir un contact avec leurs équipes. Donc, je pense aux managers qui habituellement ne sont pas forcément dans les groupes d'ambassadeurs, mais qui, comme ils ont un petit peu ce devoir de faire chaque semaine, chaque jour ou chaque 2-3 jours un point avec leurs équipes, vont peut-être mieux porter la parole actuellement que des personnes qui auraient de l'influence dans le bureau, mais qui, une fois en télétravail, du coup, perdraient peut-être leur capacité d'embarquer d'autres personnes dans l'équipe. Non, j'adhère à 100%. On a l'habitude de dire que sans le sponsoring ultra volontaire d'une direction générale, une adoption généralisée d'Office 365 est complexe, mais il n'en reste pas moins vrai que l'implication des managers de premier ou deuxième ou troisième niveau est essentielle dans l'adoption de ce type d'outils parce que c'est ce qui va donner le tempo, le rythme, la partition des outils de travail de l'équipe. Donc à un moment donné, si les managers sont pas inspirants sur les outils de travail adaptés à une situation de crise, c'est pas forcément évident d'avoir toujours des équipes suffisamment soudées, volontaires, impliquées pour être génératrices ou être les embryons par eux-mêmes des nouveaux usages et des nouveaux outils. Après, il y a effectivement plein de situations différentes, mais un manager en ce moment a quand même une certaine responsabilité là-dessus pour suggérer d'utiliser et accompagner. Merci Nico. Donc ça, c'était vraiment une brique qui est capitale pour nous et c'est la partie utilisateur. Avant de passer à la brique suivante, j'avais une question sur les licences, une double question. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à vous la poser. Actuellement, on voit apparaître dans le portail d'administration Office 365 ou le programme de licence,
portail de licences, pardon, des licences CC, donc Teams Commercial Cloud et Teams Exploratory. Donc, ce sont les licences gratuites dont on vous parlait. Alors, il y a plusieurs modèles, hein, les licences Commercial Cloud, les licences Exploratory. Je pourrais tenter ma chance, mais est-ce que Bernard, tu te sentirais plus à l'aise pour l'expliquer? Non, pas Non, plus. pas forcément plus à l'aise. Non, je connaissais pas forcément. Alors, je dirais, si je dois tenter ma chance, que pour moi, le Commercial Cloud, il est intéressant parce que nous, en tant que partenaire, c'est celui qu'on peut activer pour vous. Si vous avez des licences que vous avez achetées, ce qu'on appelle en CSP, donc à travers nous, on peut vous activer les licences Teams Commercial Cloud. Donc ça, c'est des licences qui sont utilisables par les clients, mais aussi qui sont activables par les partenaires pour les clients. Première information. De ce que j'ai en tête, les licences Teams Exploratory, elles sont plutôt pour des clients qui voudraient activer quelques licences et pas forcément un groupe ou un bloc de 500, 600, 800 ou 1000 licences. Pour moi, c'est la nuance. Sur la licence Commercial Cloud, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure, on est dans un espèce de E1, c'est-à-dire que cette licence ne s'appelle pas dans le portail E1. Pour autant, si on met les listes des fonctionnalités offertes par les deux licences, la licence E1 et la licence Teams Commercial Cloud, on est à très très peu de choses sur la même chose, même pour ne pas dire la même chose, qui ne s'appelle pas pareil puisqu'elle est dans un portail différent et que c'est une licence gratuite. J'imagine que pour mettre en place la gratuité, Microsoft a dû bricoler un petit peu ces licences qui doivent ressembler à des licences E1 mais qui doivent forcément avoir une référence différente dans le système, raison pour laquelle elle s'appelle Teams Commercial Cloud. Donc ça, c'est pour les licences que vous avez vues apparaître. Donc les limites de la Commercial Cloud, c'est les mêmes limites que E1, à défaut, à 1000 licences maximum par client. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous avez moins de 1000 licences sur votre portail, ça s'affiche comme unlimited, puisque vous pouvez proposer des licences à tous vos utilisateurs si vous le souhaitez. Ce que je trouve très drôle de mon côté. Ça, c'était ma petite blague à moi-même. Et donc, du coup, on a eu une autre question qui disait que les licences Teams commerciales, elles étaient valables 1 an. Donc, je pense que c'est les Teams Exploratory qui sont, elles, valables plus longtemps, mais réduites sur le nombre d'utilisateurs. Quand la licence Commercial Cloud, elle, est vraiment bloquée à 6 mois. D'ailleurs, quand on l'active, puisque ce que disait Bernard, c'est qu'on l'a fait pas plus tard que ce matin, on a une date de fin des licences pour les licences Commercial Cloud. Ces licences Commercial Cloud, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des 6 mois, elles ne vont pas, c'est pas une tacite reconduction, donc elles ne vont pas se transformer en licences payantes parce que vous les avez activées. Pour autant, si vous décidez de rester sur Teams et d'activer des licences payantes pour prolonger les Commercial Cloud, vous pourrez garder l'historique de ce qu'il y avait sur les licences Commercial Cloud. Donc, c'est un peu bricolé pour pas s'appeler pareil que de l'E1 en termes de référence. Pour autant, c'est pas mal fait, je trouve. Je sais pas si quelqu'un veut commenter ce que je disais. Tu en es tellement bien sorti que là, tout commentaire est périlleux, tu vois. Ouais. Donc voilà, du coup, si j'ai répondu à votre question, j'espère l'avoir fait et on va passer à la suite. Si je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à nous remettre un message et je retenterai ma chance. Moi, je vais faire le maître du temps. Et le maître Il est du 15 temps, heures, on est foutu, il est 15h. Donc je m'excuse pour tous ceux d'entre vous qui ont un rendez-vous juste après. Il nous reste, allez, si on se dépêche 5 minutes, donc je pense qu'on va essayer de se dépêcher au maximum. Donc la question suivante, c'était dans cette logique de télétravail, on a une nouvelle approche qui est celle de la gestion de la documentation. Ouh là là, il y a un chat qui vient d'apparaître sur l'écran de Bernard, qui est de la gestion de la documentation, c'est n'importe quoi. Donc peut-être Nico pour répondre à cette problématique de gestion de la documentation et notamment avec un outil qu'on apprécie particulièrement, c'est OneDrive qui est intégré également avec Teams. Bah, OneDrive en ce moment est super utilisé. C'est vraiment l'outil privilégié de la génération de liens en direct pour partager des documents avec des droits de modification ou juste des droits de lecture. Après, c'est aussi un outil qui est assez intéressant en ce moment à la maison. Si vous n'avez pas de multifonction avec un scanner et que vous avez un smartphone, vous avez la possibilité avec OneDrive d'utiliser la fonction de numérisation de OneDrive. Hein. Donc, vous allez dans votre OneDrive sur votre smartphone et il y a une fonction de numérisation et ensuite OneDrive vous dit vous numérisez quoi? Je numérise une carte de visite, un ticket ou une page et ensuite il va le pousser directement dans un répertoire cible
ou à la racine de votre OneDrive, ce qui fait que c'est aussi un moyen assez facile en ce moment d'arriver à dématérialiser des pièces que vous auriez par ailleurs en dossier papier et pour lesquelles vous ne pourriez pas utiliser les moyens de l'entreprise en démat. Donc ça, c'est des petits trucs et astuces du moment qui sont pas forcément stratégiques, mais qui peuvent être confortables, je dirais. Merci Nico. Du coup, on enchaîne un petit peu rapidement, mais c'était pour la partie documentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On les traitera dans cette session ou après, si le temps en venait à nous manquer beaucoup trop. Une question, on n'en a pas encore parlé, c'est la partie téléphonie. Il y a pas mal de clients qui, du coup, avaient des centres d'appel, qui avaient des personnes qui répondaient au téléphone au bureau, qui avaient plein de besoins. Comme ça, peut-être Bernard, sur les besoins, tu les identifieras mieux que moi. Alors, la difficulté, c'est que bon nombre de personnes qui disposaient d'un téléphone fixe à leur bureau se retrouvent sans ce téléphone à la maison. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit elles sont équipées de téléphones mobiles et souvent, il y a une redirection qui est faite, si le standard le permet, s'il n'y a pas trop de surcharge, redirection qui est faite vers le mobile. Donc ça permet déjà de gérer on va dire la crise. Par contre, il y a des personnes qui n'avaient pas du tout de mobile et pour lesquelles c'était difficile de faire un renvoi d'appel. Donc là, on a la possibilité avec Teams de compléter en fait les abonnements par un système de téléphonie et des plans d'appel qu'on va retrouver juste après. Donc jusqu'à maintenant, cette option téléphonique ne s'appliquait que sur les plans entreprises, donc les plans les plus coûteux qu'on a vus au tout début. Et depuis début avril, alors je ne les ai pas encore vus moi physiquement dans nos environnements, mais Microsoft a annoncé la disponibilité de ces plans téléphoniques, alors sous d'autres formes de packaging, mais ils sont disponibles maintenant pour la partie business également. Voilà, donc c'est vrai que si vous avez besoin de mettre en place un numéro d'appel unique pour un service informatique, hotline, qui se retrouverait en télétravail et que votre IPBX ne permet pas nativement, là on l'a fait typiquement pour un client dans le domaine des transports en commun qui a mis la solution en place en moins d'une journée. Ok, donc peut-être Jean-Céric, tu veux je sais pas, rajouter quelque chose sur cette partie téléphonie et éventuellement sur la partie aussi équipement qui vient juste après, qui est assez liée, je pense. Alors oui, alors, comme disait Bernard, hein, la partie mise en place de la téléphonie, donc elle peut être très rapide via les plans cloud de Microsoft. Donc Microsoft devient votre opérateur téléphonique. Et ou alors en mode où on va réutiliser la partie PSTN locale avec ce qu'on appelle Direct Routing, qui nous permettra d'interfacer vos IPBX locaux avec nos amis de Microsoft. Ça se met très rapidement en place, hein, comme disait Bernard. On l'a fait chez un autre client aussi là, au début de la crise, un vendeur de chaussures. On a fait leur carve-out pour mettre en place une ligne d'urgence téléphonique pour la partie support SI. Ça s'est fait ultra rapidement avec déjà l'acquisition chez eux de la partie Teams. Donc le fait de rajouter la téléphonie, ça a été assez efficace. Après, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans tous ces cas de téléphonie ou de visioconférence ou de videoconférence, ce qui va primer le plus, c'est la partie device, puisque comme pour toute solution de messagerie, de communication unifiée, il faut avoir des devices certifiés pour cela. C'est-à-dire que quand je fais une visioconférence, je peux utiliser la webcam de mon PC portable. Par contre, utiliser le micro et le haut-parleur de mon PC, ce n'est pas du tout optimal. Et surtout, ça va donner une très mauvaise expérience en face, à la fois pour soi-même, puisqu'on entendra mal, et on sera très mal entendu par la personne en face. Utiliser le casque de l'iPhone, c'est aussi une mauvaise idée, puisque le casque n'a aucune intelligence et ne fait aucun traitement de son, et le PC, par défaut, n'en fera aucun. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans Teams dans le futur pour cette partie-là. Ça nous était annoncé, pour l'instant c'est du NDA, mais pour l'instant il faut passer sur des devices de type, comme vous pouvez voir à l'écran, Lucie a un casque filaire, Bernard, Nico et moi, donc on a tous les trois un casque sans fil, tout ça de chez Poly, donc si vous voulez des références, là c'est ce que montre Nico, c'est le Focus Voyageur. En fait, sauf que eux, ils ne voient qu'une personne après l'autre, donc jusqu'à maintenant, ils voyaient Lucie, Jean-Céric. vous voyez Lucie, donc Lucie elle a la gamme Blackwire, donc qui est
une gamme qui permet à la fois d'avoir le filaire en USB vers le PC et en même temps en Bluetooth avec le téléphone ou un autre équipement Bluetooth. Il y a la même chose avec un système de jack. Après, si on passe sur Nico, qui nous fait voir son joli focus voyageur, vous verrez un casque sans fil qui, je pense, d'un point de vue perso, hein, et là sans avoir aucun chèque de nos amis de Poly ou quoi que ce soit, doit être le meilleur casque au monde pour faire de l'audio et de la prise de son en mode comme ça, sans fil. Ça, c'est pas petit, le meilleur casque au monde, on s'avance. Non, honnêtement, j'en ai testé beaucoup, honnêtement, celui-là est vraiment bien. Il fait de l'ANC et choses comme ça. Et après, vous avez toute une gamme qui existe aujourd'hui chez Poly, dont on peut vous faire, on pourra vous en parler, qui permet d'avoir différentes connectivités. On peut aussi les connecter au téléphone fixe existant pour avoir le PC, le téléphone portable et le téléphone fixe connecté, tout ça sur le même casque. Enfin, voilà. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui dans les équipements certifiés UC. T'as cité AMC. Peut-être juste préciser ce que c'est pour les personnes qui connaissent. Alors l'AMC, c'est la suppression de bruit. Donc c'est le sound control, c'est l'atténuation des sons environnants pour vous permettre d'être isolé dans votre bulle pendant que vous écoutez. Alors sans aller à une isolation complète. Alors là, je vais citer d'autres marques comme Bose ou sur des casques de grand public, vous allez avoir une isolation complète, c'est-à-dire que vous n'entendez même pas la voiture quand vous traversez la rue, puisqu'aujourd'hui, tous les fabricants de casques dédiés à des usages professionnels ont des systèmes d'ANC qui vont couper les sons sur une gamme de fréquences, mais pas complètement, parce que quand il y a le feu dans le bâtiment, il faut entendre l'alarme. Et il y a eu pour des raisons de sécurité, encore une fois, des expériences où des gens ont brûlé sur leur siège parce qu'ils utilisaient des casques Bose notamment et n'avaient pas entendu l'alarme. Ça montre l'efficacité du casque. Voilà. Je ne sais pas si on veut continuer de parler de ça. Mais il y a un autre élément sur le casque, hein, puisque là on parle du bruit environnement, mais il y a aussi le bruit environnement qu'on retourne à nos interlocuteurs et qui, pour le coup, est supprimé de la conversation avec la perche là qu'on a par exemple sur ce type de casque. Voilà. Donc tout ça fait que après on a une expérience comme vous pouvez l'entendre, on est dans ces environnements. Moi j'ai la fenêtre ouverte avec, je suis à la chance d'être avec des abeilles qui rentrent dans la chambre, donc je pense que vous ne devez pas les entendre. J'espère surtout qu'elles ne vont pas te piquer encore une fois pour des raisons de sécurité. Il y a des gens qui peuvent passer derrière chez Lucie, chez Bernard et tout ça, on les entend pas non plus. Voilà, tout ça fait qu'on a un meilleur confort et une meilleure expérience dans cette partie-là. Ok, et donc du coup, ça c'est bien pour la raison pour laquelle on est là, c'est donc savoir comment est-ce qu'on peut aider nos collaborateurs à télétravailler, leur fournir un peu de matériel qui leur permet d'avoir une qualité de son. C'est vrai que si on passe une journée, 3 heures, 5 heures, 6 heures en conférence, c'est important de pouvoir bien entendre et d'être bien entendu, puisqu'on sait à quel point ça peut être frustrant de passer sa journée à répéter « tu m'entends ?» Voilà, et le confort également sur les oreilles. Alors, c'est pas forcément adapté au port de boucle d'oreille, si je peux me permettre un petit retour d'expérience utilisateur. Mais bon, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, on les voit pas. On avait une question, je reviens sur les licences et la partie calling. On a une personne qui nous dit qu'elle a des licences Office 365 Business. Elle se demande s'il est possible de passer des appels sortants ou de contacter une personne sur son téléphone. Alors, de facto, comme ça, je dirais que seulement avec les licences Office 365 Business, ça n'est pas possible. Mais peut-être que quelqu'un va me contredire. Alors, c'est ce que disait Bernard. Ça l'était pas. Voilà, ouais. Vas-y, Bernard. Ça l'était pas jusqu'à peu, puisque là, depuis début avril, Microsoft a annoncé la disponibilité de l'option téléphonie pour la gamme business. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait en fait pour des utilisateurs qui étaient en gamme business, c'est qu'on transformait leurs abonnements, qui étaient des abonnements business premium par exemple, qui avaient des services en ligne et la suite Office, en abonnement E1, plus Office Business, où là on avait juste dans cet abonnement la suite Office et on rajoutait les plans téléphoniques. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours réussi à approvisionner la fonction téléphonique et des numéros de SDA, même à des gens qui étaient en business. Là maintenant, on a une vraie option business qui va être disponible, qui devrait tourner autour de 18 €. Alors ça va intégrer à la fois les plans d'appel, j'ai pas encore les informations sur le nombre d'heures compris dans le plan d'appel, et la partie standard téléphonique.
Oui, donc ça, c'est tout nouveau puisque c'était début avril et que nous sommes le 2, donc potentiellement il y a 48 heures. Donc peut-être qu'il faut revenir vers nous pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette partie-là. Dans tous les cas, ça devrait être possible pour tous assez rapidement. Donc voilà, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais en profiter. Si vous avez quelques dernières questions, nous n'avons que 12 minutes de retard. Merci d'être encore avec nous. On est large. C'est super. Donc je vais juste en profiter. Si vous avez des dernières questions, écrivez-les-moi. Sinon, un petit rappel donc, sur nos prochains webinaires spéciaux dédiés sur cette problématique de confinement. Ce sera mardi prochain, donc le 7 avril, de 14h à 15h, comment maintenir la sécurité de son système d'information en période de confinement. Je serai l'animatrice officielle accompagnée de 3 experts différents de ceux d'aujourd'hui, 2 experts plutôt technique sécurité et une autre personne de notre équipe commerciale, Guillaume et Jean-François. Et puis jeudi 9 avril, comment équiper vos utilisateurs distants grâce à la virtualisation. C'est une session qui sera animée par mon ami et collègue, l'ami Franck Lerat, et donc accompagné de 2 experts, Cédric et Yves, sur la partie virtualisation, donc de 14h à 15h. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, on vous enverra évidemment les liens. Certains d'entre vous sont inscrits à plusieurs webinaires et c'était fait pour, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, on va terminer cette session. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'être là avec vous, Nico, Jean-Céric. Alors attention, je vais essayer de montrer l'écran de Jean-Céric. Alors, on a quelques animaux qui se baladent aussi sur nos caméras. C'est une application qui s'appelle Snapcam. Actuellement, alors vous ne le voyez pas encore, mais Jean-Céric a un tuba, un masque et des petits poissons. Moi, je remets mon chat, moi. Donc, on a un petit peu de décalage. Donc, je ne pense pas que vous le voyez encore, mais c'est une belle fin. Il faut une bonne présentation, il faut des chats. Pour une bonne présentation, il faut toujours des chats. Quelqu'un nous a dit ça récemment et c'est vrai qu'on y trouve un intérêt. Donc là, voilà, on a Jean-Céric. Donc n'hésitez pas, il me semble qu'il n'y a pas de questions, mais on va finir donc cette session. Merci beaucoup à tous et une excellente fin de journée. À très bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin, on est là pour ça. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bon courage à tous. Restez chez vous.